Laurier-Garot. Originaire de Saint-Isidore-de-Bellevue, en Saskatchewan, Laurier écrit des œuvres dramatiques depuis une quarantaine d'années. Au début des années 1980, il s'est dirigé vers l'Université de l'Alberta pour y étudier le théâtre. En 1986, il terminait ses études avec une maîtrise en écriture dramatique. Lors de son séjour à Edmonton, il a eu deux de ses pièces jouées au festival Fringe, The Betrayal à l'été 1986 et Fritchie à l'été 1986. En 1982, sa traduction de la pièce de Ken Mitchell, Wheat City, avait aussi été présentée au festival Fringe d'Edmonton. Depuis 1986, Laurier-Garot a œuvré dans le domaine de la culture fransaskoise, comme animateur de théâtre, réalisateur à Radio-Canada à Regina, ou comme coordonnateur culturel scolaire à la Commission culturelle fransaskoise. Il a eu de nombreuses pièces produites par des troupes scolaires et communautaires. Son plus grand succès est certainement la publication de sa pièce, en version bilingue, La Trahison, The Betrayal, avec plus de 2300 exemplaires vendus. En juillet 2017, il a publié son premier roman, De poussière et de vent, aux éditions de la Nouvelle Plume. Laurier-Garot est présentement président des éditions de la Nouvelle Plume. Alors, bonjour et merci de m'avoir invité à cette conférence. Mon nom est Laurier-Garot et aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de mon premier roman publié en 2017 aux éditions de la Nouvelle Plume, roman qui s'intitule De poussière et de vent. C'est l'histoire de Hubert Lupien, un jeune francophone de la Saskatchewan, et on le suit de ses jours au Collège Mathieu de Gravelbourg dans les années 20 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment une exploration de cette période de l'histoire de la Saskatchewan des années 20-30, la grande crise économique des années 30 et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, sans plus tarder, je vais vous lire un extrait de poussière et de vent. Septembre 1931, me voilà à plat ventre sous la galerie du magasin Mackenzie à Estevan, le nez fourré dans la terre fraîche, à regarder à travers les trellis le brouhaha qui se déroule dans la rue devant moi. Bien, soyons honnêtes, j'ai les deux yeux fermés bien durs et c'est mon ami Sylvestre qui scrute l'activité devant nous et me fait grâce de tous les détails. Nous devions être dans la rue avec les autres mineurs et je peux jurer que Sam Scarlett, le chef du syndicat, doit rager de ne pas nous voir parmi les autres. 4 mois plus tôt, en mai 1931, j'avais obtenu du travail dans une mine de charbon des bassins houillés dans la vallée de la rivière Souris, dans le sud-est de la Saskatchewan. Je travaillais pour la mine Crescent. La journée de travail moyenne était de 10 heures. C'était un travail ardu dans des filons houleux souterrains qui souvent n'étaient pas assez grands pour nous permettre de nous tenir debout. Et puis, il y avait souvent 1 à 2 pieds d'eau qui s'accumulaient dans les tunnels. Avant de me rendre à Bead Fate, je ne m'étais jamais intéressé au traitement des ouvriers dans les compagnies minières. Une des compagnies, si je me souviens, c'était la Western Dominion Collieries. Elle était reconnue pour ne pas remplacer les bois de construction endommagés ou décomposés dans ses mines et il y avait souvent des écroulements. Le ciel leur tombait sur la tête souvent à ces pauvres miniers, comme l'aurait dit Astérix. La ventilation souterraine était totalement insuffisante, puis la fumée de la dynamite flottait dans l'air comme un brouillard pendant des heures et des heures.
black damp, qu'on appelait ça. Puis, les trous de refuge qui devaient offrir une certaine protection aux mineurs pendant un feu ou un écroulement se faisaient bien trop rares. Selon nos boss, nous étions bien payés pour travailler dans des conditions pareilles. Je me souviens que ma paye était de 25 cents pour chaque tonne de charbon que je pouvais creuser, charger à la main sur un char de charbon et pousser jusqu'à l'entrée principale de la mine. 30 sous. Certains vieux mineurs pouvaient faire jusqu'à 1,5 piastre dans une journée de 10 heures. Les premiers jours que j'étais là, il me fallait 1 journée et demie pour gagner mon 25 cents. On savait tous qu'on était dans une dépression économique, mais est-ce que c'est une raison pour traiter le monde comme des chiens? Ou plutôt comme des marmottes? D'ailleurs, les conditions de vie des mineurs à la maison et avec leurs familles étaient aussi mauvaises que dans les mines. La mine Crescent n'avait même pas une douche pour qu'on puisse se laver après notre chiffre. Puis bien fait, Bean Fate était une vraie company town dans ce temps-là. Les familles des mineurs devaient vivre dans les maisons de la compagnie. Les maisons, tout comme les bunkhouses des célibataires, étaient des shacks en papier goudron qui ne faisaient rien pour isoler du vent ou empêcher la poussière d'entrer. C'étaient des abris, si l'on peut dire, sans isolation ou sans toilette. C'était souvent, ces demeures étaient infestées de poux, de punaises puis de cockroaches. La mine Crescent avait aussi son company store où nous étions obligés d'acheter tous nos besoins. Vêtements, bottes de travail, nourriture, tout. Même ce que nous aurions pu acheter à meilleur marché ailleurs. Archie Milligan, le maire du village de Bean Fate, avait fermé son magasin général quand il était devenu maire. Mais il y en avait d'autres comme le General Store and Meat Market de Charles Carroll ou le Cuddington Confectionery and Bakery de Arthur Herbert. Chacun des commerçants indépendants nous offrait des meilleurs prix que le Company Store, mais la compagnie nous interdisait d'y aller. Une fois, j'étais entré dans le Thomas Ellis General Store et j'y avais à peine mis les pieds quand un fier à bras de la compagnie se pointe dans ma face pour me dire que je n'avais pas d'affaires là. Travailler dans une mine comme la Crescent, c'était aussi comme travailler sur la tour de Babel avec les Galiciens, les Hongrois, les Italiens, les Autrichiens, les Allemands, les Scandinaves, les Anglais et puis nous autres, les Français. Il y avait même quelques Chinois dans le mix. Tous se criaient par la tête dans leur langue maternelle. Nombreux étaient les mineurs qui ne savaient que quelques mots d'anglais comme Yes, sir, no, sir. Moi, je connaissais assez bien mon anglais, même si je n'aurais pas été capable de défendre une cause en cours. Et surtout, j'avais eu la chance de faire la connaissance d'un Franco-Canadien comme moi. J'avais rencontré Jean Sylvestre lors de ma 3e journée dans la mine. À 22 ans, il était 5 ans plus vieux que moi, mais nous parlions tous les deux français et c'était tout ce qu'il fallait pour qu'on devienne de bons amis. Jean Sylvestre avait un accent bien différent du mien. Sa façon de parler me rappelait un peu un gars de Saint-Brieuc que j'avais connu au Collège Mathieu. Il mesurait 5 pieds 7 ou 8 pouces. Il devait peser dans les 160 livres. Il avait les cheveux noirs, une moustache et il portait des lunettes. Tous deux célibataires, nous vivions dans un bunkhouse de la compagnie et il nous arrivait parfois, par un samedi soir,
de nous rendre à l'hôtel King Edward pour prendre une bière. Gordon White, le propriétaire, nous servait lui-même. Hey, ce n'est pas comme dans les movies là, où il y a toujours une jeune et jolie jeune femme waitress prête à te servir et même coucher avec toi. Au King Edward, Gordon White était le seul et unique employé. Il avait une fille de mon âge, hey, belle en maudit, euh, mais Gordon White, c'était un Anglais de l'Ontario, orangiste jusqu'au bout des orteils. Et même s'il n'a jamais refusé de me servir, sachant que j'avais seulement 17 ans, et il m'aurait mis à la porte subito presto si j'avais osé seulement m'adresser à sa fille. Je suis persuadé qu'il avait encore un capuchon blanc dans son armoire et qu'il m'aurait crucifié à une croix brûlante si je lui avais demandé l'heure. Alors voilà, c'était un extrait de Poussière et de vent. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui.